La fouille en question, en fait, elle a été faite entre 2013 et 2017 sur le site situé en rive droite du Rhône qui s'appelle Verrerie, parce qu'il y a une verrerie du 18e, mais le site romain lui-même est un site de maisons romaines. Et parmi ces maisons romaines, on a mis au jour une maison très ancienne qui s'appelle la maison de la harpiste, qui est très intéressante parce qu'elle est précoce, elle date du 1er siècle avant notre ère et elle s'est mise en place avant même la création de la colonie romaine. Cette maison préserve des peintures dans un état exceptionnel de conservation. Donc, parmi ces peintures, en fait, on a fouillé une pièce qui a été fouillée en 2014, qui a livré un décor peint qui imite de manière illusionniste l'architecture avec des couleurs très chatoyantes. Et nous, justement, cette année 2021, on va travailler sur ce décor peint et on va faire le puzzle pour reconstituer la paroi. Elle était conservée en place sur 1 mètre et on va essayer de la faire remonter jusqu'à une hauteur inconnue pour le moment. Et on va s'installer dans un premier temps, on a la salle d'exposition temporaire du musée où donc on a aujourd'hui transposé nos caisses d'enduit peint, donc 800 caisses d'enduit peint, on les a mises dans cette salle pour pouvoir procéder au puzzle. Le problème des peintures qui sont en fragments, c'est qu'il faut les mettre à plat et il faut disposer d'une grande surface. Donc ce sont des grandes tables de travail de 2,50 m sur 1 mètre de largeur qui accueillent des bacs en bois et ces bacs accueillent du sable. Ces bacs à sable vont permettre d'accueillir nos fragments de peinture et de pouvoir les disposer dans ces bacs, ça permet de pouvoir mettre les fragments au même niveau et ce qui fait que d'avoir une belle vision de la paroi et de pouvoir faire ensuite des photographies, des documentations graphiques qui soient parlantes et cohérentes. Nous démarrons maintenant l'étude des lots principaux de la maison de la harpiste. Donc il y a eu d'abord une grande étape de lavage et puis maintenant que tous ces fragments ont été lavés, eh bien, voilà, on est parti dans le grand puzzle pour tenter de recomposer tous ces décors afin de pouvoir les restituer, de les comprendre, de les analyser. Donc une grande phase là, qui démarre maintenant là, pour faire tout ce puzzle. Je vais encore chercher dans le pilier, là j'ai plus ça à mettre. Sur le terrain, les caisses ont été ramassées par carré de fouille et par couche stratigraphique. Donc lors de l'étude, il ne s'agit pas de tout mélanger n'importe comment, on va aussi respecter cet ordre de travail, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord les recherches de collage à l'intérieur de chaque caisse qui a été ramassée sur la fouille, puis à l'intérieur de chaque carré de fouille pour trouver toutes les connexions. Et une fois qu'on a poussé les choses au maximum dans un carré, on va commencer à chercher les fragments avec les carrés voisins. Donc on arrive petit à petit à faire des petits bouts, puis au fur et à mesure à faire des plaques un petit peu plus conséquentes. Donc on se laisse guider un petit peu par les fragments, mais on va aussi au fur et à mesure classer les choses, c'est-à-dire que plus on avance dans le travail, plus on va se mettre les détails du décor dans l'œil, on va noter des petites différences. Ça va être une différence dans le traitement du rouge, dans l'épaisseur de certains traits, dans certains aspects de surface. Plus les remontages seront conséquents, meilleure sera la restitution du décor. Là, on a affaire à tous les fragments qui étaient retrouvés dans les différentes couches qui comblaient la pièce. Certaines parties pouvaient se présenter ce qu'on appelle effondrées en place, c'est-à-dire des plaques qui sont tombées du mur, qui se sont brisées dans les niveaux d'abandon de la maison et qui n'ont pas bougé depuis. Donc sur la fouille, on arrive avec des éléments qui sont déjà un petit peu en connexion. Et puis d'autres, au contraire, qui ont été beaucoup plus mélangés parce qu'il y a eu du passage sur le site, parce qu'on a retapé dans certaines couches. Et en plus, on a au sein de cette pièce plusieurs décors qui sont présents, qui n'appartiennent certainement pas tous à la même pièce. Donc il nous faut aussi très vite classer les choses, c'est-à-dire dire ah ben, ça c'est le décor de la pièce, ça c'est des éléments d'un autre décor que pour l'instant on met de côté mais qu'on étudiera après. Il est possible par exemple que ce soit les éléments de l'étage. On sait que dans cette maison on avait un étage, les pièces de l'étage étaient très probablement peintes, pour certaines en tout cas, et évidemment les fragments de cet étage sont aussi tombés dans les pièces au rez-de-chaussée, donc tout est mélangé. Et il nous faut justement démêler tout ce mikado de fragments. La première étape,
va consister à amincir ces mortiers. D'une part parce que pour la plupart, en tout cas sur les strates les plus proches de nous, les mortiers ont pu perdre leur cohésion. Et d'autre part aussi dans une logique d'allègement de ces différents panneaux. Pendant la phase d'amincissement et avant, on va aussi documenter ces revers parce qu'ils peuvent détenir certaines informations intéressantes, notamment sur les étapes de mise en œuvre et sur d'éventuels, ce que l'on appelle des arènes mortiers, qui sont des signes de mise en œuvre de la peinture dans l'Antiquité. Et ensuite, donc, l'amincissement, lui, consiste à enlever de la matière. Et donc pour les premières strates, on peut procéder généralement mécaniquement avec de petits outils type un scalpel. Et dans un deuxième temps, si on estime avoir une nécessité à descendre un peu plus bas dans des strates qui sont, elles, mieux conservées, on va pouvoir intervenir avec des outils électroportatifs, des meuleuses de petites dimensions et avec lesquelles on va essayer de minimiser les vibrations quand même pour les peintures, mais qui vont permettre de descendre dans les strates de mortier plus facilement. Ici, on a plusieurs fragments indépendants les uns des autres qu'on va chercher à solidariser en une seule et même plaque. Et on va venir appliquer un tissu de verre encollé qui, lui, va un peu plus rigidifier et donner une armature à cet ensemble. Et c'est ce tissu qui va vraiment maintenir les différents fragments entre eux. Ce tissu, il est permanent et il participe vraiment à ce que l'on appelle la stabilisation des peintures. On vient de désentoiler un panneau de la paroi peinte qui avait été prélevé sur le site. Et pour ce faire, on réactive en fait les cols avec un solvant qui les ramollit. Et ensuite, on peut retirer de façon très précautionneuse, lorsque le solvant a bien réagi avec les cols, sans exercer aucune contrainte sur la surface picturale, on retire les toiles une à une. On a retiré successivement les 3 toiles, donc d'abord la toile de jute, puis ensuite la gaze de coton et le papier japon qui avait été apposé sur la surface au moment de la dépose. Sur site, la paroi donc était en très très mauvais état et nous avons dû déposer cette paroi en 24 panneaux différents de dépose. Nous avons déjà en fait travaillé sur tout le revers des fragments. Nous sommes actuellement en train d'étudier en fait les niveaux et les écartements de tous ces fragments entre eux pour pouvoir faire le remontage. Si les décalages se rajoutent les uns aux autres, on peut avoir des soucis sur les alignements des lignes de décor. Et il faut pouvoir travailler donc tous ces fragments ensemble parce que ce n'est pas seulement celui-ci qui doit bien se connecter à celui-là, mais c'est les 4 ensemble qui doivent pouvoir bien se connecter. Là, je suis en train de préparer les petits plots de niveau, en fait, pour positionner ce fragment à son emplacement. Et ce qui est bien avec ce type de matériau, c'est comme une pâte à modeler, donc on peut moduler les niveaux. On regarde les variations, si on est à peu près au même niveau. Ces déformations, on ne peut pas entièrement les résorber. L'essentiel, c'est qu'elles puissent être harmonieuses et qu'il n'y ait pas trop de rupture, ni dans les alignements de décor, ni dans des niveaux trop écartés et trop différents. Là, il est prêt pour qu'on puisse positionner les plots de résine. Ici, nous avons un fragment qui ne peut plus rentrer, c'est là qu'on doit retravailler toutes les jonctions, qui ne peut plus rentrer dans son emplacement d'origine qui est à peu près situé ici. Au final, tous ces petits morceaux qui sont adjacents, qui sont à côté, seront associés à ce fragment-là.
Et ensuite, on pourra donc le retourner et le stratifier au revers avec ces boudins de résine époxy et ce mortier allégé. Une fois que tous ces fragments seront travaillés de cette façon, surélevés à la bonne hauteur, mis à niveau, avec les bons écartements, on aura fini ces premières étapes de travail qui vont permettre aux archéologues ensuite de poursuivre l'étude du fragmentaire qui sera sans doute en connexion avec cette paroi. Ça appuie sur la plaque. Dans la pièce, on avait évidemment une grosse partie de fragmentaire, mais on avait aussi une paroi qui était en place, qu'on a fait déposer par les restaurateurs du musée, qui a été traitée et qui est à notre disposition, puisqu'on va évidemment chercher à venir mettre le fragmentaire en connexion, c'est-à-dire augmenter cette plaque. Dans l'idéal, le but du jeu, c'est encore une fois de recomposer le plus possible et c'est d'obtenir la hauteur de la pièce. Comme on sait qu'on a deux parties dans cette pièce, une partie antichambre et une partie alcôve, il se pourrait que les deux parties ne présentent pas la même hauteur. L'alcôve est souvent surbaissée dans les pièces romaines. Les peintures devraient nous permettre, on l'espère, d'arriver à des dimensions exactes et à pouvoir restituer justement ces volumes. Mais il nous manque encore des connexions et la hauteur de la zone médiane, notamment pour estimer la hauteur totale de la paroi. Ce qui est intéressant sur cette plaque, c'est qu'on a déjà pu la connecter avec les différents rangs de blocs de marbre et de couleurs qui sont toujours représentés avec ce fameux jeu de bossage, c'est-à-dire deux côtés noirs, deux côtés blancs pour rendre l'effet du relief de la ciselure du bloc. Donc ça, c'est une plaque importante puisque même si on n'arrivait pas à tout connecter, on va pouvoir répercuter les différents éléments pour arriver à la restitution de l'ensemble. Et donc sur cette frise ici, on retrouve bien notre petit personnage en mouvement, jambes en appui et jambes tendues, le bras replié ici avec la lance jaune qui est toujours assez discrète parce que le jaune ne tient pas très bien. On retrouve l'arbre qui va certainement rythmer la frise tout du long, les petits brins d'herbe qui sont beaucoup plus marqués. Et puis donc ici, on aperçoit déjà les deux pattes d'un animal bondissant dont on espère trouver la suite. Donc les animaux fantastiques, en fait, ça relève de tout le bestiaire lié à la mythologie, le sphinx, les griffons, les chimères, qui sont généralement des animaux monstrueux, associant plusieurs parties, une partie humaine, une partie animale, ou plusieurs parties de différents animaux. Il est probable qu'on ait ce type de représentation ici, mais ça reste encore à vérifier. Ça peut sembler surprenant d'avoir ramassé des toutes petites écailles, des fragments parfois de moins d'un demi-centimètre, qui nous montrent quand même que voilà, on arrive à les replacer, ces petits morceaux, et ça a son importance évidemment pour trouver des connexions, parce que parfois la connexion entre deux plaques ou deux gros fragments va passer par ces petits bouts. Et bien que ce petit fragment, c'est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de fragments pour faire juste ce petit bloc, mais voilà, ça a son importance. Ces éléments étant vraiment très fragiles et micro-fragmentés, dans un premier temps, il est nécessaire en fait, de faire des consolidations assez importantes des matériaux qui ont complètement perdu leur cohésion et éventuellement des collages de micro-fragments pour essayer de perdre le moins d'éléments possible sur ces zones extrêmement chaotiques. Donc ça va consister à appliquer une résine, que l'on a donc une résine synthétique qu'on appelle un consolidant, avec une concentration assez faible, de manière à ce que ce consolidant pénètre bien dans les matériaux et vienne redonner une cohésion à ces mortiers et à cette couche picturale qui est complètement fragilisée. L'objectif, c'est de les rapprocher des éléments qui sont actuellement étudiés dans l'autre salle en fait. Mais avant de pouvoir les rapprocher des autres éléments, il faut pouvoir les rendre manipulables
par toutes ces petites opérations. Et après, ils viendront s'intégrer, ces plaques viendront s'intégrer au reste du puzzle. Son visage, qui est là, ses deux yeux, son nez, une prise historique, et avec des personnages. Il est chasseur parce qu'au bout de sa main qui est ici, on a perdu le coude dans sa main. Ici, c'est une des plaques les plus importantes que nous avons pu remonter puisqu'elle présente une hauteur complète de paroi. Donc notre travail a consisté ici à venir l'installer parfaitement à plat. Donc c'est un travail qui est assez long et méticuleux. Une fois qu'on a eu fait cette mise à plat, on a effacé tous nos petits repères de craie qui marquaient les connexions ou qui conservaient la mémoire des numéros de plaque. Évidemment, on a fait une photo de travail avant pour se souvenir quelle partie correspondait à quelle plaque du terrain. Et on a ensuite humidifié la plaque pour faire ressortir le décor et pour réaliser, dans un premier temps, la photographie. Donc on a fait une photo générale, zénithale. On va faire également beaucoup de photos de détail pour documenter toutes les petites parties du décor, mais aussi les aspects techniques, les repères du peintre, les usures. Donc parmi les indices qui nous laissent penser qu'on a plusieurs peintres qui ont travaillé, eh bien, on va avoir notamment le traitement des colonnes. Le traitement des colonnes est beaucoup plus simple que sur la paroi est de la pièce, puisqu'ici on a un fût lisse dont l'ombre est juste rendue par des bandes en fait, pour faire l'éclairage, alors que sur l'autre paroi, on avait pu observer que le peintre avait travaillé avec un jeu de hachures beaucoup plus élaboré, beaucoup plus efficace. Ça correspond donc bien plutôt à 2 peintres au moins qui travaillent en parallèle, ce qui n'est pas du tout surprenant, puisque ce sont des équipes de peintres, ce sont des ateliers qui fonctionnent en général à plusieurs. Voilà, donc là on a une plaque qui est absolument essentielle dans la compréhension et du décor et de l'architecture de la pièce. On a une plaque qui va du bas de la paroi jusqu'au sommet, qui est complétée par une autre plaque. On a donc déjà une information, c'est la hauteur exacte de la pièce. On va être à près de 2,90 m sous plafond, et ce n'est pas une estimation, c'est une mesure qu'on va pouvoir prendre réellement à partir de ce remontage. Et puis évidemment cette plaque, elle nous donne aussi une information très précise du décor. On retrouve donc un podium en bas, une zone inférieure qui n'est pas très élevée ici, qui est marquée par cette bande violette au sommet, une plinthe violette en bas. Et puis on retrouve donc un traitement en podium fictif avec la découpe du bord de podium ici, comme s'il avait une corniche, les traits de mouluration ici et ici. Et puis le corps du podium qui est donc traité en gris avec de très vifs coups de pinceau, ici jaune, rose et blanc, et simplement rythmé de ces petits traits agrémentés de volutes qu'on va appeler des hampes à volutes, justement, qui sont des motifs caractéristiques du deuxième style, notamment en Gaule. Eh bien, ce podium va porter une architecture de grand appareil qui est marquée par ces grands panneaux ici, jaunes, où on retrouve donc les orthostates de face, les paneresses sur le profil. Et au-dessus, on a complété par des rangs de 7 blocs isodomes en quinconce. Ça, c'est l'arrière-plan de cette zone, puisqu'au premier plan, eh bien, on va retrouver des colonnes qui prennent place à chaque fois au centre de l'orthostate, dont on a la base de colonne qui repose sur la bande violette, le fût lisse qui se développe donc sur toute la hauteur de la zone avec un jeu d'éclairage. Voilà, on a rendu très simplement par cette bande blanche et puis par ce dégradé un peu rouge à orange l'éclairage qui vient de la droite. Ces colonnes sont sommées d'un chapiteau traité en chapiteau corinthien, c'est-à-dire avec des feuilles d'acanthe, avec les crosses ici en volute, la bac
et même le petit fleuron central au sommet du chapiteau. Ces chapiteaux portent évidemment quelque chose. Ils portent ici un entablement, ce qui est rendu par cette bande jaune clair avec toujours ces traits de mouluration qui rappellent donc une corniche. Et au-dessus, enfin, pour la zone supérieure, une bande noire et puis à nouveau des rangs, alternativement donc un rang vert, un rang jaune et un rang rouge. Et pour terminer à la paroi, eh bien, on aura une moulure fictive. Donc cette plaque, elle est limitée aux bacs dans lesquels on travaille, mais il se trouve qu'elle colle avec d'autres éléments, donc des plaques qui vont venir connecter avec, mais qu'on va être obligé de remonter dans d'autres bacs. Et donc on a conservé sur le côté ici les étiquettes avec les flèches noires, qui nous rappellent où se fait le contact avec les plaques qui vont venir donc compléter celle-ci sur le côté et au sommet, puisque donc on aura la paroi complète. Maintenant qu'on a travaillé sur ce premier décor architectural et qui va être mis en réserve, on va travailler sur d'autres décors, mais dans un autre lieu. Aujourd'hui, en fait, on prépare le déménagement au château d'Avignon en Camargue pour l'étude des peintures de la maison de la harpiste. On doit notamment déménager les collections, à savoir les fragments de peinture. Ces fragments de peinture il y en avait 800 caisses au départ, on en a étudié 200. Il nous reste donc 600 caisses à déménager au château d'Avignon demain pour commencer l'étude d'un nouveau décor.